BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, notre crunch, notre goûter crypto aux alentours de 16h30. Ils viennent de s'installer à mes côtés. Valentin Demey, journaliste pour Cryptoast. On reste dans la thématique gastronomique, Cryptoast. Bonjour Valentin. Dans le goûter. Bonjour Guillaume. Voilà, le toast quotidien. Karl Toussaint Duvaste vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Karl. Bonjour mon cher Guillaume. Alors là, on a de quoi déguster. Vous êtes l'auteur d'un livre, ça y est. Publié votre premier livre, Karl. Félicitations. Blockchain, crypto et DeFi, livre disponible sur Amazon depuis quelques jours. Depuis lundi sur Amazon et j'en suis très fier. C'est beaucoup de travail mais beaucoup de plaisir surtout. Et puis, vous savez ce que c'est Guillaume, hein, vous avez fait je crois aussi cet exercice. Le but c'est de partager ce qu'on a appris sans essayer d'imposer une vérité, parce que personne ne la détient une vérité universelle, mais d'essayer d'évangéliser, de rendre accessible cet écosystème un petit peu compliqué. C'est ce que j'espère on va essayer de faire encore aujourd'hui. Blockchain, crypto et DeFi disponible sur Amazon. Valentin a publié un livre aussi aux éditions Larousse. Félicitations, on est entre auteurs là. Ouais, ah, c'est chouette. Et Vincent Bois avec nous également. Bonjour Vincent. Analyse technique pour IG. On est ravis également de vous retrouver Vincent. À la veille du merge, comment se portent le Bitcoin et l'Ether aujourd'hui Vincent ? Alors le Bitcoin, on en parlait déjà lundi et l'Ether d'ailleurs. Pour le Bitcoin, on a vu justement, on parlait de ces 22 500 $, 22 600 $ qui a bloqué la tendance. Bon, du fait d'une publication aux États-Unis, l'inflation qui a également entraîné les actifs traditionnels vers la baisse. Et donc cet échec pour le moment est plutôt mauvais signe, même si justement The Merge, qui devrait avoir lieu normalement demain matin, pourrait permettre une dernière pump, ou en tout cas un dernier rebond haussier avant justement cette mise à jour. On verra si tout se passe bien, et nous amener vers les 20 700 que l'on regarde une nouvelle fois. Mais tant qu'on est sous ces 22 500, 22 600 qui a bloqué la tendance hier, eh bien le risque reste baissier. On reste dans un risque baissier qui pourrait nous amener à un retour sous les 20 000 $, ce niveau psychologique extrêmement important, cet ancien plus haut historique de 2017, ancien bull market de 2017. Et puis sous ce niveau, aller chercher une nouvelle fois les 18 800, voire les 17 500 que l'on connaît, ce plus bas annuel, voire casser ce niveau. En tout cas, pour le moment, on a au niveau technique un nouvel échec entraîné par d'autres facteurs, mais tout de même une dernière, en tout cas un retour haussier est à attendre peut-être selon l'évolution des marchés ou des actifs traditionnels dans la journée. On suivra cela avec attention, mais on est au niveau psychologique et au niveau de l'évolution des marchés plutôt sur une poursuite de la baisse. 20 700, 22 500, 600 qui pourrait une nouvelle fois bloquer la tendance si on arrive jusque-là. Pour moi, le risque reste toujours baissier et donc malgré cette possibilité d'avoir un rebond technique court terme, eh bien un retour sous les 20 000 et aller tester les différents niveaux techniques que j'ai cités est le plus probable. Merci beaucoup. Vincent Bois avec nous aujourd'hui depuis IG. Alors ça tombe bien, on a des questions à la veille du merge, du passage d'Ethereum au Proof of Stake. Et on va essayer de répondre très concrètement à ces questions. On peut peut-être démarrer avec vous d'ailleurs, Karl. Karl qui est également à la tête de formatcrypto.com. .fr. Non, oui, c'est pas encore mondial, pas complètement. Je prône la France. .fr. Vous avez bien raison. Question de souveraineté et enjeu de souveraineté aussi. Question de Stéphanie, on va essayer de lui répondre. Elle est conseillère en gestion de patrimoine d'ailleurs, c'est intéressant. Elle nous demande s'il existe des produits structurés en bourse avec les cryptos en sous-jacent. Et puis un autre auditeur, téléspectateur nous demande si le Bitcoin pourrait bientôt remonter fortement. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à remonter fortement? On peut peut-être démarrer par cette question. Qu'est-ce qui pourrait déclencher un rebond du Bitcoin alors qu'Ethereum passe en Proof of Stake demain et qu'on va parler que de lui? Alors vous en avez, Guillaume, souvent parlé sur votre antenne. De plus en plus, on voit Ethereum passer devant, c'est-à-dire le fameux flipping dont on passe. C'est-à-dire que la dynamique du marché qui a historiquement été portée par Bitcoin pourrait éventuellement changer de côté, du côté Ether. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que le Bitcoin monte? Évidemment, le temps, il faut être patient, mais pour rentrer un peu dans le détail, la politique actuelle de taux des banques centrales n'est clairement pas favorable aux actifs risqués comme le Bitcoin. Moi, je pense que les banques centrales vont pas pouvoir continuer comme ça à laisser les taux filer à la hausse. Donc, à un moment donné, il va falloir les maîtriser. À court terme, c'est pas bon pour le Bitcoin. À moyen et long terme, les décisions des banques centrales vont être plutôt en faveur d'un retour à la dynamique, on va dire, de ces actifs qu'on appelle volatiles ou risqués. Deuxième élément, puisque je parle des banques centrales, qu'est-ce qu'on se dirait si un jour une banque centrale avouait ou annonçait qu'elle avait intégré une petite partie de Bitcoin dans ses actifs? C'est une possibilité qui serait absolument fondamentale et déterminante. Avant qu'une banque centrale n'ose annoncer ça, les grandes institutions financières, les institutionnels,
je pense à BlackRock évidemment, qui rentrent dans le jeu et dans la danse et dans le marché, portent évidemment à la fois le message de l'adoption, mais aussi le message de la compréhension d'une nouvelle classe d'actifs. Et puis enfin, évidemment, tout ça ne peut fonctionner, ne peut se développer de manière massive que par la réglementation, parce que il y a eu beaucoup de scandales dont on a entendu parler, et tout ça fragilise encore un petit peu le marché. Mais la meilleure des réponses, c'est le temps. Avec un Bitcoin, on l'a vu à $20 000 finalement, le temps est le meilleur paramètre. Bon, et on se dit pas que le merge d'Ethereum va ringardiser le Bitcoin, non, pas du tout. Ils n'ont pas du tout la même fonction, ils n'ont pas du tout le même... C'est très ça n'a rien à voir. Vous êtes d'accord, Bitcoin Valentin ? est à part. Bitcoin est à part, mais on voit sa dominance baisser peu à peu. On est à 40% aujourd'hui dans la capi globale des cryptos. Le Bitcoin n'est plus qu'à 40%, l'Ethereum à plus de 20%. Ça se rapproche un tout petit peu quand même, Ça Valentin. se rapproche un peu, ça a été très proche à plusieurs reprises au dernier bull run. Encore une fois, ça reste deux visions différentes. Effectivement, moi je pense que s'il doit y avoir un flippening, ça sera peut-être parce que l'argumentaire de 99,9% de consommation énergétique en moins avec ce passage à Ethereum 2.0 aura parlé aux instits et à ce fameux score EGS duquel ils doivent avoir un œil dessus s'ils veulent envoyer des flux importants, et encore plus avec la taxonomie européenne qui pourrait intégrer les cryptos dans les prochaines années. Alors effectivement, peut-être que là, ça sera un argument important, mais à aucun moment, cette mise à jour ou les suivantes feront que, d'un point de vue technologique, l'un dépassera l'autre. À quel moment on sait, est-ce qu'on connaît la seconde précise où Ethereum aura basculé en proof of stake, Valentin ? La seconde, elle se précise à chaque instant. Elle se précise à chaque instant. En tout cas, je suis très content de pouvoir dire que c'est la dernière émission que je fais ici, Guillaume, à vos côtés, avec sans le passage d'Ethereum à proof of stake. On aura connu ça. Exactement, avec le proof of work encore. Au moment où on se parle, les estimations, là, c'est 6h55 du matin, heure française. Donc autour de 7h du matin, ça se précise. En fait, encore une fois, c'est lorsqu'il y aura une certaine difficulté atteinte sur la blockchain Ethereum que la implémentation sera faite. Mais autour de 7h du matin, et à l'heure où on se parle, on l'avait la semaine dernière sur ce plateau, Mark Zeller au téléphone il y a quelques minutes, qui est responsable des intégrations chez AAV, qui est le premier protocole de la finance décentralisée, qui me disait que tout se passe sur des roulettes, comme sur des roulettes, que tout se déroule bien pour l'instant, qui sont encore sur les plans de secours au cas où, évidemment, il y aurait un mini pépin. Pour l'instant, on est totalement exclu de ce scénario. Et tout se déroule comme prévu, ça devrait arriver à cette heure. Est-ce qu'on peut imaginer néanmoins, pour faire capoter, par exemple, ce passage au proof of stake, une grève des mineurs ? Si tous les mineurs se mettent à arrêter de miner de l'Ether pour empêcher ce passage au proof of stake, est-ce que c'est possible demain ? Vous le dites à 6h55, donc à 6h54. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario ? Vous pouvez l'imaginer si ça vous fait plaisir, Guillaume, si vous voulez vous faire un petit peu peur. En l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt économique, puisque l'objectif étant qu'ils aillent chercher le dernier Ether qu'ils peuvent miner pour l'instant, même si, en fait, on le répète, et c'est l'un des sujets qu'on va avoir dans quelques minutes, la volonté des mineurs de garder cette chaîne qui est en proof of work, d'essayer d'avoir un consensus assez important pour continuer de faire tourner cet écosystème, sachant qu'il va y avoir une différenciation des chaînes entre celle qui passera bel et bien à 7h du matin avec la puissance du réseau derrière en proof of stake, et ceux qui essaieront de faire tourner la machine pour continuer de gagner de l'argent avec les quelques mineurs qui resteront là-dessus. Donc ce sera a priori demain matin aux alentours de 6h55 pour l'instant. Ça peut encore évoluer d'ici là, bien évidemment. De quelques minutes, oui. Ouais, ne ratez pas, bien sûr, aussi Antoine Larigauderie tout au long de la matinale de BFM Business et les chroniques BFM Crypto pour vivre en direct ce passage au proof of stake s'il se confirme que ça a lieu demain aux alentours de 7h. Ça sera effectivement demain matin, ça c'est certain. Attention aux arnaques néanmoins avec ce passage au proof of stake. Il faut faire attention aux arnaques. Il y en a plusieurs qu'on a identifiées à la rédaction de Cryptost. Vous en avez certainement déjà parlé ici avec Pauline Armandet il y a quelques jours, mais il y en a d'autres qui commencent à prendre un peu d'ampleur. La première chose qu'il faut rappeler effectivement aux personnes qui possèdent des Ethers, c'est qu'ils n'ont rien à faire, strictement rien à faire, uniquement regarder cette mise à jour être implémentée, uniquement regarder la diminution de consommation énergétique, mais s'ils ont des Ethers sur leur ledger, sur les plateformes, s'ils ont des Ethers dans la finance décentralisée ou autre, c'est les développeurs de ces applications qui s'occupent de faire le nécessaire pour que tout se passe bien aux côtés des développeurs d'Ethereum qui travaillent depuis des années sur ce passage au proof of stake. Donc, ils n'ont rien à faire, surtout pas signer des transactions qu'on leur demanderait de faire sur des sites frauduleux, surtout pas envoyer leurs Ethers pour en recevoir des versions 2.0 à une adresse frauduleuse. De ce côté-là, il n'y a absolument rien à faire. Également, attention aux airdrops, ces fameux tokens qui sont donnés à certaines personnes quand les adresses publiques sont utilisées dans la crypto-monnaie et dans les protocoles de la finance décentralisée. Là aussi, il y a forcément des faux tokens ETH 2.0 qui vont être largués aléatoirement sur des adresses. Il faudrait surtout ne pas signer des transactions, là encore,
qui pourrait faire partir vos fonds et faire que vous ne retrouveriez jamais vos Ethers. On a cette question de Marie. On entend de plus en plus parler de hacks, de failles de sécurité, de vol de crypto-monnaies. Cet environnement est-il aussi sécurisé qu'on veut essayer de nous faire croire? Elle n'a pas sa langue dans cette poche, cette auditrice, Carl. Elle a raison. Par essence, les crypto-actifs, les crypto-monnaies ont été créés dans un univers décentralisé. Mais ce qu'on a du mal encore à comprendre, c'est que l'immense majorité des hacks, je pense évidemment à Tornado, à Celsius et autres, ont été réalisés dans cet écosystème décentralisé. Quand on est dans un univers décentralisé, Guillaume, on est seul responsable de ses erreurs et de ses choix, puisqu'il n'y a plus d'organes de contrôle, il n'y a pas d'instance réglementaire pour contrôler ça. Le meilleur conseil à donner à Marie, c'est que Marie, si vous voulez débuter, comme c'est bien souvent le cas encore dans le monde en général, il y a très peu de personnes qui en détiennent, commencez par mettre un pas via des plateformes qui, elles, sont centralisées, non pas décentralisées, mais centralisées. Pourquoi ? Parce que ces plateformes centralisées ont le même fonctionnement qu'une banque, ce qui ne nous met pas à l'abri, mais toutes ces arnaques, ces scams, etc., je voudrais juste dire un mot sur ce que tu as dit sur Ether, parce que j'y ai pensé après. Commencez d'abord par passer par des plateformes centralisées, qui vont vous identifier, qui vont demander de tracer votre argent, parce que les arnaques ne se passent pas là, elles se passent dans les écosystèmes décentralisés, où n'importe quelle personne, y compris malveillante, peut venir détourner vos fonds. Typiquement, le mail qu'on peut recevoir demain ou après-demain concernant Ethereum, c'est vite, il vous reste plus que quelques heures, cliquez ici pour faire convertir votre... Non, mais disons-le, parce que c'est typiquement ce qu'on va recevoir et c'est important de le rappeler et il faut le rappeler parce que mince, je l'ai pas fait, mais je vais perdre mes Ethers et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc là, c'est du spamming de base, hein. On n'est plus sur du DeFi, du CeFi, c'est de la malversation pure. Vous n'avez rien à faire et aucune action à mener là-dessus pour la partie Ether. Bon, est-ce que le passage au proof of stake va attirer les institutionnels, davantage d'institutionnels vers les cryptos, dans la mesure où, le process sera moins énergivore? C'est bien possible. On a déjà vu quand même de grands institutionnels s'intéresser de plus en plus aux cryptos. C'est cette question que nous envoie Esteban. Il a entendu parler cet été de l'arrivée de BlackRock dans l'écosystème crypto. Et il nous demande, Esteban, ce que l'entrée du plus gros fonds de gestion d'actifs au monde, dont BlackRock, dans les cryptos, va changer. Eh bien, on va dire qu'à cette rentrée, il y a deux événements historiques. C'est le passage d'Ether de Proof of Work à Proof of Stake et l'arrivée du plus gros fonds de gestion au monde, 10 000 milliards de dollars. C'est plus que la France, l'Allemagne et l'Angleterre réunis en pipe. Enfin, c'est monstrueux. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que Larry Fink, le patron de BlackRock, il y a encore 5 ans, tapait sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en disant que c'était monstrueux, amoral, etc. Et puis, ça y est, il a annoncé... avec Coinbase, via sa plateforme d'arbitrage Aladdin et Coinbase Prime, la possibilité pour les clients de BlackRock de venir acheter directement et de faire leur trading de crypto sur Coinbase. Donc à la fois, pour Coinbase, c'est, je pense, un appel d'air extraordinaire, mais surtout au-delà de ça, c'est le message que ça envoie, c'est que l'acteur institutionnel financier le plus important au monde, y vient. Et vous imaginez s'il y avait 5% seulement de l'actif de BlackRock qui venait se déverser sur les cryptos, ce qui, à mon avis, va arriver dans les 12 ou 24 mois, vous imaginez la manne que ça représente. Sauf votre respect, je ne crois pas qu'on ait répondu à notre conseillère gestion de patrimoine. Exactement. Stéphanie, existe-t-il des produits structurés en bourse? Elle préfère passer par la bourse pour investir en crypto, donc elle nous demande des idées de produits structurés ayant pour sous-jacent des cryptos. On a une réponse à lui apporter? Je ne savais pas que ça existait. Et quand j'étais à Surfing Bitcoin à la fin du mois d'août, et j'ai rencontré un CGP. Son site, c'est prob.tech. Il travaille qu'avec des family office et des CGP. Stéphanie, je vous invite à prendre contact avec lui. Et effectivement, il structure des produits, donc des produits structurés avec, je crois que c'est LS Advisor, avec un sous-jacent en Bitcoin. Alors évidemment, très peu de contrats d'assurance vie l'acceptent, c'est 125 000 € minimum. C'est pour les investisseurs avertis, on le dit quand même. Family office, investisseurs avertis évidemment. Mais ça existe dans le panel de solutions de produits, ça existe. Bon, tout ça est très intéressant. Et on voit que l'univers des institutionnels s'intéresse. C'est très intéressant, l'univers s'intéresse. Il va falloir que je trouve un autre mot. L'univers se penche. Bien, merci beaucoup, Carl. Au service. L'univers institutionnel se penche de plus en plus sur ces cryptos. On évoquait BlackRock il y a un instant. Il y a aussi le géant des paiements interbancaires, Swift, qui s'intéresse. Alors, je dis crypto, c'est plutôt les blockchains, mais tout ça est lié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce pas que Swift est en train de réaliser ou souhaite réaliser vers l'univers blockchain? Tout à fait. On connaît Swift aujourd'hui surtout pour ses systèmes de paiement, surtout avec l'exclusion de la Russie là, il y a quelques mois, mais ce n'est pas uniquement ça. Et en l'occurrence, là, ce qu'ils regardent, ce n'est pas pour le système de paiement, mais davantage pour une autre verticale qui leur est propre, c'est la communication inter-entreprise sur les informations stratégiques des sociétés cotées en bourse, notamment comme le versement de dividendes et les fusions. C'est 11 000 entreprises qui seraient intéressés par cette évolution et qui seraient concernés.
et ça pourrait réduire de 30% les charges liées et les coûts liés à ces opérations. Ils sont aujourd'hui imputés à des personnes qui font manuellement ces reporting. Donc c'est intégrer les technologies blockchain pour aller plus vite, pour supprimer les frictions et surtout aller beaucoup plus vite parce que c'est des informations qui sont primordiales. Les passer par des process qui sont manuels, ça prend du temps et on l'a vu, ça coûte cher. Donc rajouter de la blockchain là-dedans, eh bien, ça ferait totalement sens. C'est pour l'instant une expérimentation, mais qui est déjà un poil avancé si les communications nous parviennent aujourd'hui. Ça fait quelques temps qu'ils travaillent dessus. Et c'est dans la même longueur d'onde que Société Générale qui travaillait sur ces questions-là. Il y a JP Morgan aussi qui a sa propre blockchain. Et BNP Paribas aussi qui travaille sur ces sujets de tokenisation d'obligations ou autres, avec le même objectif. Apporter davantage, on en discuté ensemble, Karl, de tout ce qui est tokenisation pour apporter dans l'actif de la vie réelle dans la crypto. Donc c'est très intéressant de voir en fait cette chose arriver, que ça baisse un peu la friction et surtout que ça apporte plus de rapidité et d'actifs réels dans ce monde un petit peu abstrait des crypto-monnaies. Et on n'a pas encore parlé de NFT. Alors le marché des NFT depuis quelques semaines, depuis quelques mois est déprimé, les volumes se sont effondrés avec la chute des cours des cryptos. On a quand même quelques signaux de rebond. Des signaux de rebond, ou en tout cas c'est assez amusant de le noter. Une des très anciennes, alors on n'en parle pas trop sur ce plateau, elle est peut-être moins connue des téléspectateurs, cette collection de NFT, puisque c'est encore de l'art avec les NFT, mais elle est tout aussi intéressante. Une collection de NFT qui a, il y a quelques jours, levé 54 millions de dollars supplémentaires, qui porte donc le projet total à 700 millions de dollars. Waouh. C'est Doodles, la collection, elle s'appelle Doodles, et elle est très connue de l'écosystème depuis des années. In fine, avec cette opération, les volumes ont explosé, 1200% supplémentaires de trade sur cette paire de NFT. Donc les ventes de ces paires de NFT ont explosé de 1200%. Ouais, c'est assez exceptionnel. Wow, en une journée. Ce qui porte la valo et les échanges globaux à 148 500 Ethers. Donc c'est assez important. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a quelques annonces intéressantes qui sont arrivées. On l'a vu là aussi depuis quelques temps. C'est vraiment des NFT à la base qui sont aujourd'hui en train de créer leur propre monde et des mondes vraiment intéressants dans le métaverse, pour ne pas citer ce mot un peu fourre-tout, avec leur propre collection, leur propre manière d'échanger de la valeur, leurs propres associations avec des grosses marques de luxe, avec des gros artistes. Et là, c'est Pharrell Williams qui a été annoncé il y a quelques jours. Pharrell Williams qui devrait proposer avec la maison de production Columbia Records des petites exclusivités sur ces NFT et qui s'engouffre donc dans cette vague d'artistes qui se collent à ces collections, aux côtés sur celle-ci de Justin Bieber, Snoop Dogg ou Steve Aoki. Donc voilà, ça fait du beau monde, ça plaît aux gens. Ouais. Ils commencent à comprendre un peu vraiment tous ces mondes-là qui sont en train de se créer. Et peut-être bientôt Michel Sardou, c'est ça ? Si vous le demandez, je pense que vous pouvez faire voter dans la DAO, Guillaume. Mais c'est une autre tranche d'âge que vous allez toucher. À voir. C'est patrimonial, non ? Ah oui, c'est patrimonial, oui. C'est patrimonial, oui. C'est même UNESCO. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Karl Toussaint-Duvas, donc auteur de Blockchain, Crypto et DeFi, un nouveau livre disponible sur Amazon et à la tête de formatcrypto.fr. Valentin Demey nous accompagnait également, journaliste pour Cryptost. On peut rappeler aussi le nom de votre livre aux éditions Larousse, Valentin. Oui, Cryptost et autres crypto-monnaies, sur les crypto-monnaies, ça s'appelle Bitcoin et autres crypto-monnaies. Et on a fait, d'ailleurs, Guillaume, c'est venu il y a quelques jours, 18 000 ventes chez Larousse. Donc c'est énorme. C'est sympa. Super. Ouais, c'est super. On vous souhaite la même chose. J'arrive. Avec plaisir, Karl. Merci. Salut messieurs. Merci. On va recoller dans un instant à la tendance du jour, la séance du jour, nos experts du club jusqu'à la clôture des marchés. Le CAC 40 est toujours en repli modéré. Après la baisse d'hier, on perd à nouveau gentiment. Allez, gentiment. Rien de méchant, moins 0,2%. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.